Paris, 15 h. Un homme suspecté d'espionnage industriel est discrètement suivi par des détectives. Les images qui vont suivre sont la reconstitution fidèle d'une enquête. Avant de se lancer sur la route, les détectives ont souvent ressenti l'appel d'une vocation. J'avais un esprit un peu aventurier et chercheur. J'ai toujours aimé ce qui était les jeux d'esprit, style les jeux d'échecs, les jeux de go, les choses de ce genre. Et le métier de détective privé, par le biais de Conan Doyle et autres, tout ce qui était littéraire, donnait cette impression. Et il s'est avéré qu'au fur et à mesure du temps, dans l'évolution de notre profession, on s'est aperçu qu'on rentrait. Je me suis aperçu plutôt que je rentrais complètement dans ce cadre. Et donc il y avait un travail bien sûr physique, un travail d'esprit et une liberté totale d'esprit et physique qui me satisfaisait. On ne peut pas déposer une plainte contre une personne donnée si on n'a aucune preuve. Donc notre travail va consister à voir si effectivement leurs doutes ont une raison d'être et de leur apporter des preuves. Le b.a.-ba du métier, rechercher des preuves dans divers domaines, en particulier pour les divorces pour faute. L'ouverture d'un dossier, 300 francs hors taxe. Le tarif horaire de l'enquêteur, 300 francs hors taxe également. À cela s'ajoutent des frais. Notre travail a évolué vers divers autres domaines qui sont des domaines industriels, où nous allons intervenir dans divers cas qui peuvent être la concurrence déloyale, la contre-marque, la contrefaçon, l'abus de marque, les détournements d'informations à l'intérieur des entreprises, les détournements de matériel, le vol, le chantage. La liste n'est pas exhaustive. Une enquête de contre-espionnage industriel nécessite de nombreux moyens. Première étape, le déminage. Traduisez, s'assurer qu'aucun micro ne s'est immiscé dans les bureaux du client. Bonjour. Oui, enchanté de faire votre connaissance. Bonjour monsieur, enchanté. Bonjour monsieur, enchanté. Si vous voulez bien nous suivre. Bien sûr, on suit. J'ai besoin d'eux pour alimenter mes dossiers dans le cadre des actions que nous menons en matière de contention internationale et de recouvrement international, ou de percement de voiles sociaux, ou d'identification de fiduciaires. Donc j'ai besoin de ce type de prestataires de services avec qui je travaille quotidiennement, pour rechercher de l'information, justement. Nous travaillons sur des dossiers extrêmement sensibles. Qui dit dossier sensible, dit, dans le fond du dossier, des informations hyper confidentielles. Alors évidemment, il y a un risque, dès que vous avez un secret, qui peut servir à quelque chose. Je dirais dans le cadre d'une action contentieuse, tout simplement. Il faut savoir bien le protéger et si on se rend compte qu'il y a des fuites, que d'un seul coup cette information que vous pensiez être la seule ou le seul à détenir, évidemment d'autres la possèdent également, il convient de s'interroger pour savoir où sont les fuites. Je viens de contrôler les lignes téléphoniques à l'autocommutateur. Il y a plusieurs lignes et donc il faut les contrôler à l'autocommutateur parce qu'autrement, un peu plus loin, on ne peut pas le faire sur le plan technique. Je n'ai absolument rien trouvé de visible, donc a priori, il n'y a absolument rien dans l'installation. Ça peut être noir, ça peut être de n'importe quelle couleur, ça peut ressembler un peu à n'importe quoi, et ça peut même être... ils ont dissimulé en le cachant, en le transformant en condensateur. Pourquoi pas? Ça pourrait en être un, totalement. On voit rien de particulier dessus d'ailleurs. Nous allons prendre en filature la personne, le cadre que nous soupçonnons. Nous avons mis en place 2 véhicules automobiles et une moto. Pour les filatures urbaines, notamment dans la ville de Paris, il est toujours préférable d'avoir une moto. Et on comprend très vite l'utilité de la moto en pleine heure de pointe, place de l'Étoile. Car pour les filatures, il existe 2 règles d'or. La première, on s'en serait douté, ne jamais perdre de vue le suspect. La deuxième, n'être repéré sous aucun prétexte. Alors les détectives brouillent les pistes en laissant toujours une certaine avance à leur proie. Des réflexes que les 2200 détectives privés français ont tous à l'esprit. La surveillance ne se relâche jamais. Je note précisément tous les faits et gestes de la personne suspectée que nous suivons depuis ce matin, de manière à pouvoir produire un rapport circonstancié. Nous notons tout ce qu'elle a fait, mais nous allons reproduire dans le rapport
que les éléments qui peuvent constituer une infraction et donc dont pourrait prendre connaissance notre client. L'étau se resserre autour du suspect. Une fois les preuves rassemblées, les détectives les remettent à leur client, qui peut les présenter devant un tribunal. Détective privé, c'est donc un métier utile, loin, très loin des clichés. Les images véhiculées par les films ou les séries télé sont plutôt négatives à notre profession, pour notre profession, car elles donnent une image totalement erronée de notre profession. Elles ne démontrent absolument pas ce que nous pouvons faire et à quoi nous pouvons servir au niveau social dans une civilisation comme la nôtre. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont être en colère, ils ont envie de donner une leçon ou à l'amant ou à quelqu'un qui leur doit de l'argent, et ils vont passer chez nous, nous prenant pour des gros bras et des hommes à tout faire. Et gentiment, on leur dit que pour ce genre d'action, ce ne sont pas des détectives privés qu'il faut voir, mais des truands et qu'ils finiront en prison. Les plus démunis d'entre nous doivent savoir qu'ils peuvent faire respecter leurs droits et avoir accès à des soins médicaux comme le reste des Français. Il faut pour cela qu'ils connaissent les moyens mis à leur disposition. État, associations et bénévoles se relaient pour permettre aux personnes en difficulté de conserver leur dignité en cas de litige ou en cas de problème de santé. Tout cela, bien sûr, sans aucun frais, ou presque. Regardez ce petit sujet. Le rendez-vous. Avoir recours à un avocat ou se faire soigner par un spécialiste, cela coûte cher. Une évidence qui n'a pas échappé à l'État. Des aides financières existent sur le plan juridique et médical. Y accéder peut paraître compliqué à ceux qui en ont besoin. Résultat, la première réaction est souvent de se tourner vers les associations caritatives. Les personnes qui viennent consulter en général sont dans des situations financières difficiles. Elles sont soit au RMI, soit totalement privées de ressources. Beaucoup vivent dans la rue. C'est beaucoup plus humain de se faire soigner ici, hein. Pour des gens un petit peu paumés, un petit peu marginaux. Ici, on a un local qui n'est pas grand. Ils arrivent à l'accueil, ils voient la consultation juridique, ils voient le conseiller de sécurité sociale, ils voient les médecins, et ils repartent avec leurs médicaments, tout ça dans un temps relativement court. Médecins du Monde et la Croix-Rouge comptent chacun une trentaine de centres de soins gratuits répartis sur toute la France. La plupart de leurs patients peuvent accéder à une aide médicale d'État. Il suffit d'être résident en France et d'avoir des revenus inférieurs à 3 845 francs pour se voir délivrer une carte santé, une sorte de passeport qui ouvre l'accès à des soins gratuits. Consultation qui est une consultation sociale et médicale est sûrement une consultation sociale avant d'être médicale. Bien souvent, ces malades, effectivement, ne sont pas au courant de l'aide qui peut leur être apportée. Parce que souvent, ce sont des étrangers, parce que ce sont des personnes qui se sont laissées aller, dépressives, chômeurs, etc. Et ils ne savent pas qu'à partir d'un certain moment, quelque chose peut être fait en plus pour eux. Ah ouais, mais là, tu descends. La consultation a augmenté régulièrement depuis 2 ou 3 ans. Et ça, malgré qu'il y ait des hôpitaux avec des sections de précarité auxquelles les gens peuvent avoir accès. L'année dernière, 72 000 personnes ont sollicité l'association Médecins du Monde. 125 000 assurés sociaux bénéficient de la carte Paris Santé. Pour toute une frange de la population, il y a quand même des possibilités d'accès aux soins, mais c'est tellement compliqué qu'ils ne savent plus comment faire, et si quelqu'un ne les aide pas, ils ne se soignent pas. La personne doit venir nous voir avec, pour les personnes qui sont sans domicile fixe, un certificat de domiciliation, une boîte postale, hein, donc qui est agréée pour l'aide médicale d'État, et une pièce d'identité. Et on se charge, dans la majeure partie des cas, de les affilier donc, au régime général de sécurité sociale, de leur donner l'aide médicale, et de leur fournir ainsi la possibilité d'aller se soigner immédiatement auprès des professionnels de santé parisiens. Pour les autres qui ont un domicile stable, nous les dirigeons vers les centres d'action sociale de la ville de Paris, donc qui se trouvent dans chaque mairie d'arrondissement. Dans les mairies, on peut rencontrer un conseiller social, mais aussi un conseiller juridique. L'aide à l'accès aux droits est gratuite et ouverte à tous. Mais attention, il faut s'y prendre à l'avance, 1 mois d'attente avant d'obtenir un rendez-vous avec un avocat. Son rôle, aiguiller les plaignants sur les démarches à suivre pour faire respecter leurs droits. Je suis venue voir un conseiller juridique pour avoir les renseignements nécessaires à une procédure de divorce ou de séparation.
On est deux, hein, marqué. Hein. Oui, il va peut-être plus vite, hein, mon C'était pour préparer le terrain et savoir quels étaient exactement les droits et ce qu'il fallait que je fasse pour pas être dans mon tort. Complètement. Non, celui de Boulogne a été acheté. Les problèmes sur lesquels nous sommes consultés sont assez variables. Des problèmes de droit de la famille, droit du travail, conflits entre bailleurs et locataires. Il y a des gens qui sont dans une situation de détresse que l'on constate, puis il y a des gens qui sont comme vous et moi, c'est-à-dire dont l'apparence ne laisse transparaître aucune situation de détresse, en tout cas visible. J'avais déjà été en contact avec un avocat qui était payant, lui, et donc ces honoraires m'ont paru un peu excessifs, et il m'a conseillé d'aller à la mairie qui recevait les gens pour une aide juridictionnelle. Pas autre chose, moi je peux pas. Je pense que dans un délai aussi court, on ne peut pas exposer vraiment son problème à fond, et ça je trouve que c'est dommageable. Ce sont des gens qui consultent de manière à pouvoir après adapter la démarche qu'ils doivent suivre sur le plan contentieux par rapport au problème sur lequel ils nous ont consultés. Consultation qui ne coûte pas grand-chose, mais c'est la procédure qui suit après peut engendrer un certain nombre de frais pour eux. En dessous d'un revenu mensuel de 4 848 francs, le plaignant pourra bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'année dernière, plus de 665 000 personnes y ont accédé et 60% d'entre elles étaient sans emploi. L'aide dite juridictionnelle est accordée pour tout procès. Après acceptation du dossier, l'État prend en charge les frais juridiques, mais attention, si le plaignant remporte le procès et touche le pactole, il devra tout rembourser. Attention, le chiffre du jour. Le budget de la justice s'élève à 65,5 millions de francs par jour. En période de crise économique, les ménages ont naturellement tendance à diminuer leurs dépenses. Ils partent moins en vacances, ils sortent moins et le post-habillement est naturellement également touché. Un secteur toutefois au sein du post-habillement est épargné par la crise actuelle. Il s'agit de la lingerie. Et oui, mesdames, vous achetez toujours autant de lingerie. Les spécialistes du marketing estiment qu'il s'agit d'un achat plaisir, une espèce de refuge contre la morosité ambiante. En outre, avec les innovations techniques et les... Démarrer cette émission avec notre première affaire. Il s'agit de